Bonjour et bienvenue pour ce 8e cours d'écologie économique et pour donner suite donc à la réflexion que nous avons eue dans l'ancien cours sur un monde orphelin d'une pensée économique sur la nature, où nous avons montré comment il était difficile et très peu évident en fait de mettre la nature au centre de notre paradigme économique, même si c'est vers cela qu'il faut absolument arriver à tendre. Donc pour aller plus loin dans cette réflexion-là, nous allons aujourd'hui parler du mécanisme de production, c'est-à-dire un peu comment la chose se met en place dans nos économies actuelles, parce que nous savons aujourd'hui que ce qu'il faudrait réussir à changer, c'est notre rapport à la consommation, à la richesse, à la possession, qui de par tous les indices le montrent, ne change pas, sont toujours aussi élevés, et sont réellement au cœur de l'atteinte finalement que l'on porte à notre environnement et à la nature, et par là même indirectement l'atteinte que l'on porte à la biodiversité, à l'équilibre écologique de la planète, et puis surtout au final à l'être humain qui se voit lui-même menacé finalement dans son existence même. Alors pour cela on va revenir un peu sur le mécanisme de la production, et on va se poser donc la question: qu'est-ce que produire? Qu'est-ce que produire? Une activité, un objet ou autre? Eh bien, on sait qu'il y a deux critères importants dans la production qui sont simplement, on va aller très simplement, qui sont l'énergie et la matière. Quand vous produisez, il vous faut de l'énergie et de la matière, et quelle que soit l'activité que vous entreprenez. Alors, on le comprend bien sûr pour l'industrie. Quand vous produisez une paire de chaussures, un ordinateur, boîte de conserve, je ne sais autre, eh bien, vous êtes obligé de mobiliser de l'énergie pour faire marcher l'usine, et puis de la matière, parce que la matière va être transformée en l'objet que vous produisez. Alors cela se comprend un petit peu moins pour les activités associatives ou de services. On n'a pas l'impression finalement de mobiliser de l'énergie et de la matière, et pourtant si. Là aussi, on mobilise de la matière et de l'énergie. En ce moment, quand je vous parle, j'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin un disque dur, je vais avoir après besoin de réseaux sociaux, donc ce sont des câbles qui sont donc une communauté matérielle finalement dans l'informatique. Je vais besoin d'être dans une pièce, parce que moi je suis dans une pièce donc qui va être soit chauffée par exemple, qui est isolée, et tout ça c'est une production de matière, d'énergie, qui ont été finalement nécessaires au service que je suis en train de rendre ici. Et bien, cela est vrai aussi pour un médecin, avec les produits et la matière hospitalière. C'est vrai aussi pour un commercial, il a besoin d'une voiture par exemple pour aller démarcher les clients. Et donc dans tous les cas de figure, on s'aperçoit que l'activité économique finalement mobilise de l'énergie et de la matière. Et que plus il y a d'activité économique, plus elle est importante finalement, plus on mobilise de l'énergie et de la matière. Or, dans le monde que nous allons connaître demain, c'est précisément cette énergie et cette matière qui vont commencer à manquer et à se faire rares. Alors au-delà même de parler des dégradations de l'environnement, de la pollution, des préjudices finalement que l'on va connaître liés à cette suractivité, rien que dans le mécanisme même économique, il va y avoir un petit caillou qui va s'y mettre. C'est-à-dire qu'à un moment, cette énergie ne sera pas forcément autant abondante qu'elle l'est actuellement, et la matière, eh bien, dans certains cas, va manquer. Va manquer ou va devenir très très chère, et à ce moment-là, la mécanique va se gripper. Avant cela, eh bien, ce qui tient aujourd'hui la machine, c'est la consommation. Parce que finalement, si on produit tout ce qu'on produit, c'est avant tout pour être consommé. Pour être consommé, et on sait aujourd'hui d'ailleurs que un nombre d'activités sont très très polluantes et néfastes pour la planète. Et pourtant, ces activités vont servir à l'ensemble des personnes que nous sommes. Alors nous savons que l'activité, bien sûr, l'une des plus polluantes, c'est le fret aérien. Pourtant, tout ce qu'on transporte avec les avions, eh bien, on le consomme au quotidien, que ce soit dans nos magasins, que ce soit même pour nous, ici, en train de
de faire notre service, et donc finalement, cette activité qui est très très polluante, en fait, on s'aperçoit qu'elle amène des produits dont tout un chacun a besoin. Et puis s'il ne venait pas par avion, il viendrait sûrement par cargo, bateau cargo, qui est une activité peut-être tout aussi polluante. Et on voit un peu comment en fait il est difficile des fois de juger une activité par elle-même. Parce que si demain j'arrêtais le fret aérien, ces marchandises devraient peut-être encore circuler, et il faudrait trouver un autre moyen de les faire circuler. Alors on ne les consommerait pas de la même façon, parce qu'elles arriveraient, elles seraient beaucoup plus chères, et elles arriveraient dans d'autres conditions. Bien sûr, la production de ciment est une activité très très polluante, et est une activité très florissante aussi, ce qui prouve que les hommes bâtissent et construisent encore beaucoup de bâtiments, ou en refont beaucoup à travers le monde. Et quand on sait que souvent ce sont des terres arables, les terres les plus fertiles que l'on utilise, sur lesquelles on bâtit nos immeubles, il y a de quoi, je pense, sérieusement s'inquiéter pour l'avenir de la planète. Et donc on voit finalement que ces productions sont toujours liées à un mode de consommation, mais surtout à un rapport que nous avons à la consommation et un rapport que nous avons à la richesse et à la possession. Je crois qu'il serait une erreur que de séparer le rapport que nous avons à la consommation du rapport que nous avons à la possession, le fait d'avoir. Et il est vrai que quand on a affaire à des peuples sédentaires, ce que nous sommes, le rapport à la possession est très différent de ce qu'on peut voir par exemple dans des peuples, au contraire, qui vont être nomades, qui vont devoir s'alléger en ce qu'ils possèdent pour pouvoir justement partir dans leur transhumance. Et on voit d'ailleurs le rapport différent que nous avons à la matière. Nous, dans nos sociétés, on a cette tendance à vouloir absolument posséder beaucoup, en abondance, des fois bien trop, et on est en fait un peu en frénésie de possession. Et donc, eh bien, ce rapport à la consommation devra à terme, de toute façon, soit de façon volontaire, parce qu'on aura compris, mais bon, on voit que ça ne marche pas trop, cette consommation devrait être réduite, et le rapport à cette consommation devra changer, devra être différente. Alors que je dis, soit il va être volontaire, soit alors mécaniquement, un jour, il va être de gré, puisque nous prenons à la Terre bien plus qu'elle ne peut donner. C'est comme si vous voulez, la Terre c'était un tonneau vide, un tonneau, et on prendrait de ce tonneau plus de choses que ce tonneau peut remettre à l'intérieur. Donc supposez qu'il y aurait 100, on en prendrait 90 et le tonneau ne pourrait en remettre que 70. L'année suivante, il n'y en a plus que 70, il n'y en a pas 100, et on en prendra à nouveau moins les 3/4, et ainsi de suite. Il arrive un moment où l'épuisement va être annoncé. On le voit d'ailleurs. On le voit dans certaines activités. Je pense aux activités de pêche, où certains poissons ont complètement disparu à cause de l'activité trop importante de la pêche. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est fini, on ne consommera plus ces poissons-là. On le voit à travers des activités aussi de ponction d'énergie, et ce que nous avons fait sur des matières telles que l'or ou l'argent même, qui sont des matières ou le cuivre, qui vont bientôt manquer. Alors, il faut comprendre que derrière cette chute de la production qui aura lieu de toute façon, ou ce ralentissement de la consommation qui en sera de fait, il y a quelque part, quand on reste, il faut bien comprendre, quand on reste dans les cadres de l'économie libérale, l'économie celle qu'on pratique aujourd'hui, c'est-à-dire où ce sont les banques qui créent via un certain mécanisme la richesse, l'argent qui va être distribué aux personnes et qui vont nous permettre d'acheter et d'acquérir les biens de première nécessité, au moins ceux de manger et de se loger. Dans ce cadre-là, donc économique, il faut bien comprendre qu'une chute de la consommation et de la production, c'est un chômage massif et c'est une pauvreté grandissante.
mais c'est surtout un écart de plus en plus important entre les très pauvres et les très riches. Parce que ce qui va commencer à manquer, finalement, c'est le moyen d'échange. C'est-à-dire que dans une société où tout passe par l'argent, si vous n'avez pas de moyen d'échange, vous êtes un exclu, vous êtes pauvre, et vous n'avez plus accès, finalement, à tout ce que la société vous propose de sociabilité, à travers des activités culturelles, sportives ou autres. Et donc, il y a une lente déchéance comme ça qui se crée sur la personne, des fois même sur des groupes humains, et parce que tout simplement, le moyen d'échange n'étant pas là, et bien la personne ne peut pas accéder finalement à tout ce que la société lui offre. Et donc, dans ce cadre-là, toute chute de la consommation et toute chute de la production va se traduire par un drame économique, un drame humain. Et donc c'est peut-être pour cela aussi qu'on voit hein, que les humains d'abord ne ralentissent pas leur consommation, qu'ils en sont un peu piégés et prisonniers. On le voit à travers les mouvements par exemple sociaux, tous les commerçants qui ne peuvent plus ouvrir le samedi, c'est un manque à gagner indéniable et certains d'entre eux vont sûrement devoir fermer leur boutique parce qu'ils ne pourront plus faire face aux charges qui sont les leurs, pas que les charges fiscales, hein, les charges aussi immobilières tout simplement, ou les loyers qu'ils devront payer. Et donc on voit comment le ralentissement d'une consommation peut provoquer une faillite économique. Donc ça c'est une chose importante à signaler. Et donc ça veut dire surtout que on ne pourra pas dans l'avenir ralentir la consommation et finalement ralentir la production, ce qui va être souhaitable en vue des éléments que nous possédons sur la capacité de la Terre à nous fournir nos moyens d'existence. On ne pourra pas réduire donc cette consommation et cette production si nous ne modifions pas de façon substantielle, je ne dirais pas qu'en termes culturels, mais en termes de droit économique, notre rapport à la production, à la distribution, à la consommation et à notre façon d'acquérir nos moyens d'échange. Si dans l'avenir, le seul moyen que nous avons à acquérir, ce qui nous permet d'accéder à notre sociabilité, c'est le travail, c'est-à-dire cette façon de donner son temps pour recevoir un salaire conséquent en échange et pouvoir dépenser cet argent, si c'est ce seul mode-là dans l'avenir qui existe, nous allons vers un blocage certain et une implosion de la société. Parce que, je vous le dis, c'est une chose qui est mécanique. C'est pas, il faut bien voir que dans mes propos, il n'y a pas de prise de position idéologique ou sociale, militantiste. Non, non, on n'est pas du tout dans ça. On est dans une observation pragmatique de ce que l'on peut observer et des exemples qu'on a déjà eu dans le monde quand certaines économies, via leurs frontières, se sont retrouvées en pénurie ou en système de pénurie. On peut savoir, on peut comprendre ce qui s'est passé et on sait que c'est cela qui attend malheureusement nos économies si nous ne prenons pas la mesure de l'enjeu du changement. Bien comprendre que la transition énergétique, c'est pas simplement changer d'énergie, et c'est là où beaucoup font d'erreurs. C'est pas simplement changer d'énergie, c'est pas simplement passer du pétrole à l'électricité. D'ailleurs, il faut savoir que l'électricité fait partie des activités les plus polluantes. Produire l'électricité, c'est très très polluant. Donc ça ne change pas grand-chose au fond du problème. La transition, c'est pas une transition énergétique, c'est réellement une transition de société, c'est vraiment une mutation sociale. C'est redécouvrir en fait que le rythme de nos existences, c'est avant tout le rythme de la nature, que celle-ci est très sociabilisante et qu'il va falloir acquérir donc nos biens d'échange de façon autre que par le travail, qu'il va falloir donc acquérir ces biens, ces moyens de subsistance et ces moyens de se loger de façon moins coûteuse que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, et je pense beaucoup à l'immobilier et à la possession, et ça va impliquer donc un partage très différent des richesses, et cela, ça veut dire surtout que ceux qui possèdent aujourd'hui beaucoup, voire énormément, vont devoir revoir sérieusement leur façon de vivre.
Et ça, bien sûr, ça passe mal. Mais c'est ce qu'il y a sur le papier. Je crois que on n'interprète pas de façon politique, c'est ce qui se passe. Et comme je vous le dis, soit ça se fera volontairement via une mutation politique, ce qui serait souhaitable, soit alors ça ne se fera pas volontairement, ce qui malheureusement va certainement arriver, et c'est la nature qui le fera pour nous. Et ça va être dramatique. Ça va être dramatique. On n'a pas trop le choix, je dirais. C'est une révolution obligatoire, mais une révolution que nous impose l'extérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas les sociétés qui se l'imposent elles-mêmes. C'est l'extérieur qui nous impose à nous-mêmes le fait que l'on va devoir muter et retrouver un rythme qui soit plus conscient, plus en phase avec les mouvements naturels, parce que sans quoi, on ne pourra pas continuer, tout simplement. On ne pourra pas continuer. Voilà donc la vraie question. Alors il y a déjà la question qu'on pose toujours, finalement, est-ce que les humains sont prêts? Et souvent je me dis, peut-être que c'est pas la vraie question, peut-être que c'est pas ça la question. La question, c'est savoir, est-ce que des êtres humains sont prêts à expliquer cela, à faire comprendre cela, à servir finalement la nature, être les porte-paroles de cette terre, et montrer que c'est pas parce que on va changer notre rapport à la richesse, à la possession et je dirais, la consommation que l'on va tomber dans un monde arriéré. On va tomber dans une autre chose. Il y aura toujours de la recherche, il y aura toujours de l'innovation, il y aura toujours plein de choses que l'on connaît actuellement. Il y aura toujours l'échange entre les êtres humains, mais sauf qu'il y aura un rapport différent à la richesse, à la possession et au développement. Et c'est cette différence-là qui fait peur aujourd'hui, parce qu'on bascule dans l'inconnu, mais que aussi souvent, ceux qui ont parlé de ce changement-là, c'était souvent des mouvements politiques, voire très politisés, soit de l'extrême droite, soit de l'extrême gauche, et qu'à travers l'histoire ont plutôt fait peur aux gens, c'est normal. Mais, mais c'est pas cela qui va se passer dans l'avenir, puisque ce qui va se passer dans l'avenir, ce sont des mutations, des changements que nous impose le monde extérieur, c'est-à-dire la nature elle-même. La Terre, il faut comprendre une chose, c'est que la Terre, elle peut vivre sans l'homme, mais que l'homme ne vit pas sans la Terre. Que la part la plus humaine, finalement, de l'être humain, c'est sa part naturelle. Il n'y a pas d'opposition entre l'homme et la nature. La nature est constitutive de l'homme. Et sans cette part de nature, l'homme n'est plus un homme. Il est tout sauf un humain. Il devient un robot, il devient une mécanique, il devient tout autre chose. Et c'est cette part-là naturelle qui est aujourd'hui en nous, qu'il faut aujourd'hui écouter et qu'il faut certainement sauver. S'il y a une chose qui est belle à sauver en l'être humain, c'est sa part naturelle. C'est elle qui nous permet aujourd'hui d'échanger, de vouloir être, de nous dépasser. Et c'est ainsi que peut-être on va dessiner donc le futur que nous parlerons d'ailleurs donc dans ces cours d'écologie économique, où on va voir un peu comment justement, quel pourra être, maintenant que nous les avons un peu décodés, quels pourraient être un peu ces nouveaux modes de production, ces nouveaux modes de consommation et de rapport à la possession, et vous verrez que cela n'a rien de mirifique, mais au contraire de très accessible, et que nous pouvons tous le faire, et que nos sociétés peuvent enclencher en tous les cas ces mouvements de mutation. Je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis à très bientôt, toujours donc sur le site Nature Économie où sont diffusées ces vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.